Compagnie Théosophie à Paris, entretien sur le thème L'œuvre littéraire de William Quan Judge. Alors on va aborder donc ces ouvrages. Il a commencé par l'épitomée de théosophie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'épitomée de théosophie? C'est un épitomée, ça résume les enseignements théosophiques. Ça résume les enseignements théosophiques dans un langage qui est accessible à tout le monde. Oui, c'est accessible à tous au sens où ce n'est pas le langage très sophistiqué des intellectuels, mais c'est un langage qui est accessible à tous, à toutes les réflexions. Il faut réfléchir et poser des questions. Les gens pouvaient, s'ils le voulaient, écrire et poser des questions. Et dans d'autres articles, il y était répondu. Exactement. Et puis en même temps, Judge, qui n'avait pas du tout apprécié effectivement qu'on remette en cause ce texte, il a écrit si j'avais été entièrement seule à écrire cette épitomée, je pourrais hésiter à parler de la sorte, mais il n'en est pas ainsi. L'idée générale de cette série d'articles m'a été donnée il y a environ 2 ans, et le présent texte a été préparé par quelques étudiants qui savent ce dont le monde a besoin. Cette brochure est à la fois complète et fondamentale, elle répond à presque tous les points, et le lecteur sincère qui les saisira aura l'aliment nécessaire à sa réflexion. Voilà, donc il n'était pas tout seul, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut quand même dire que ce résumé de la théosophie, c'est assez, effectivement, apparemment complexe, parce que l'origine de l'homme, elle n'est pas la création d'un Dieu personnel, donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que cela, mais c'est une origine spirituelle, avec cette incarnation d'âmes qui ont déjà vécu des vies précédentes. Alors ça suppose la réincarnation, donc il faut employer quand même des notions qui sont nouvelles pour le mental de l'époque. La réincarnation, avec ce pèlerinage à faire pour retourner vers le divin, parce que si notre origine est divine, c'est ce que Judge dit donc avec cette affirmation d'une âme spirituelle pour chaque homme, eh bien il y a une destinée divine. Alors là aussi c'est compliqué, parce que ce n'est pas l'Apocalypse qui est promise avec la descente d'un avatar à la fin du monde, c'est le retour de toute l'humanité tout ensemble vers le divin, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas concevable maintenant et qui sera donc la réalisation d'une fraternité universelle avec une connaissance universelle et avec des pouvoirs universels. Donc c'est pas simple, mais n'empêche que c'est ça qui est dit en quelques mots dans ce résumé de théosophie qu'on appelle l'épitomée théosophique. Alors, juste après, il écrit les Échos de l'Orient. Alors ça, oui. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les Échos de l'Orient? Les Échos d'Orient, c'est un développement de l'épitomée en quelque sorte. On développe un peu plus les principes fondamentaux de la philosophie, de la théosophie au cours de plusieurs articles. C'est les années 80-90 pendant lesquelles Judge était resté un certain temps seul aux États-Unis pendant que Mme Blavatsky était partie en Inde, et M. Judge, ensuite étant revenu aux États-Unis, a créé des revues américaines aux États-Unis, donc se passe le Sentier. Ensuite, pour les étrangers, le Theosophical Forum, enfin une sorte de revue dans laquelle beaucoup d'érudits de toutes origines pouvaient s'exprimer. Et donc, il a été vraiment très prolixe en ouvrage. Ensuite, on va citer l'Océan théosophique et son ouvrage majeur, on pourrait lire, et puis les lettres qui m'ont aidé. Tout cela, ça a été écrit pour expliciter cette théosophie qui paraissait très abstruse au mental occidental, parce que Mme Blavatsky avait écrit vraiment une œuvre gigantesque avec Isis dévoilée et la doctrine secrète, et ça faisait un peu peur au mental. Mais comme la théosophie est pour tout le monde et pas que pour des érudits, il fallait des ouvrages d'abord, des ouvrages d'initiation. Et l'océan de théosophie, c'est un très bon terme, parce que c'est un terme qui fait penser à une avancée douce dans l'océan et profonde. Et ensuite, l'océan, il est sans fin, il est infiniment profond, mais en même temps, l'image de l'océan et de l'eau, c'est que si l'on continue à avancer, l'eau va nous porter. Et donc, on va être invité à continuer vers le large
pour aborder les connaissances universelles. Le large et la profondeur. Voilà. Et la profondeur. Il manque 2 volumes, là, les 2 gros volumes de ces articles. Alors, oui. Il y a eu effectivement beaucoup d'articles, parce que là on se projette, on est en 1890, autour des 1890. L'océan va venir plus tard, 1893, donc oui. on a un peu anticipé, oui. mais avant, entre 1875, lancement du mouvement théosophique moderne, et 1880-90, qu'est-ce qui se passe? Il écrit effectivement beaucoup d'articles. Beaucoup d'articles qui paraissent donc dans les revues voilà, dont on a parlé. D'ailleurs, l'océan ce sont des articles, l'écho de l'Orient aussi. Voilà. Et voilà, donc progressivement, il redonne des articles pas très longs en général, mais très bien exprimés, aussi clairement que possible, pour expliciter les principes fondamentaux de la philosophie de la théosophie. Et on se rappelle, donc on est aux États-Unis, hein, il lance le mouvement, et parallèlement à son travail d'avocat, il n'a pas abandonné son travail, il aide donc au développement, il est la charnière avec Blavatsky, hein, ce développement du mouvement. Il a dû ouvrir à peu près, enfin il y a une 80 centres en l'espace de combien? En l'espace de 10-15 ans à peu près. Il y a eu énormément effectivement de branches de la Société théosophique qui se sont donc ouvertes aux États-Unis pendant la période effectivement où ils se s'occupaient de la Société théosophique. Il y en a certaines se sont développées plus que d'autres, certaines ont fermé, oui. Mais globalement il y a eu un très grand développement et très rapide. Extraordinaire, extraordinaire. Je crois qu'il y a eu 103 branches créées. Pour situer les articles, hein, dans le PAF, c'était la période 1886-1896, qui a été repris après hein, sous un autre titre, mais voilà, cette revue a continué. Également en 1889, le Theosophical Forum. Alors ça, c'était, nous semble-t-il, un peu comme un cours par correspondance, un peu comme... forme de questions et de réponses. Voilà, un peu comme un forum aujourd'hui qu'on trouve sur Internet. Hein. C'était 1889, donc très en avance. Voilà, où effectivement, les étudiants, toute personne pouvait poser des questions et il était répondu évidemment selon l'enseignement de la théosophie. Alors on a fait un saut, on a parlé de l'épitomée, on a évoqué l'océan, mais on va y revenir, on a évoqué les échos de l'Orient, on a parlé de toutes les revues, les articles qui sont parus, on n'a pas parlé encore des textes de méditation qui vont être des outils effectivement pour la méditation. Tout d'abord les aphorismes du yoga de Patanjali. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et ensuite, on parlera de la Bhagavad Gita. On peut dire que du bien, bien sûr, du bien de la publication de ces très anciens aphorismes, qui sont liés donc, à la pratique de la méditation profonde, celle qui permet d'acquérir la vraie connaissance au-delà des apparences, qu'elles soient physiques ou astrales. Ce qui va vraiment vers l'âme des choses, c'est cette connaissance-là, c'est cette méditation-là dont il est question, et donc c'est toute une discipline qui est fondamentalement spirituelle, puisqu'on va forcément au-delà du plan physique et du plan astral. Donc, on peut en dire que du bien. Il y a quatre livres, 4 subdivisions, et il y a donc des aphorismes, c'est-à-dire des conseils de Patanjali, donc qui sont traduits, et qui sont commentés également. Voilà. Ils sont commentés par quelqu'un qui connaît bien, semble-t-il, voilà. Et qui s'appelle William Conjudge. Une production très importante qu'il faut vraiment lire en détail parce qu'elle parle de la psychologie des profondeurs, on pourrait dire, elle parle du mental et de l'âme humaine qui sont, dit-il, usurpés. Les pouvoirs de l'âme sont usurpés par toutes les influences que l'on reçoit, les influences, les mémoires et les influences, les désirs et les passions personnelles, mais aussi les influences du monde astral et du monde extérieur qui viennent en quelque sorte usurper le pouvoir du mental de se concentrer. Donc les premiers articles, les premiers livres, ça va être la concentration, c'est-à-dire qu'il faut libérer le mental de toutes ces influences extérieures ou intérieures pour se concentrer sur des sujets importants, spirituels bien sûr, et à partir de là, la contemplation qui suit la consécration, et enfin la méditation, le samadhi des hindous. Voilà, on voit que Judge fait le pont entre l'Orient, les échos de l'Orient, et puis l'Occident qui ne connaît pas
les capacités de l'âme. Aujourd'hui encore, on découvre qu'il y a des capacités dans le cerveau droit qui ne sont pas expliquées vraiment couramment et exploitées. Voilà, c'est ça qu'il revient à Judge d'expliquer, la compatibilité entre les deux lobes du cerveau et les pouvoirs de chacun qui vont pouvoir permettre une méditation fructueuse, spirituelle et fructueuse. Super. Derrière la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, donc c'est pas M. Judge qui l'a écrite non plus, puisqu'elle date de 5000 ans, mais donc il y a une traduction, et donc il y a des commentaires dans les notes sur la Bhagavad Gita, disons, elles sont de Judge jusqu'au chapitre 7. Ensuite, Judge est mort et c'est M. Crosby qui a pris la relève pour les autres chapitres, pour les 11 autres chapitres. Mais cette Bhagavad Gita donc, est donc traduite. Elle est parue en 1890. C'est le livre spirituel de l'Inde, c'est un poème qui est dit le cœur de l'épopée du Mahabharata, une épopée plus ou moins nationale, on pourrait dire, indienne, dans laquelle il y a un combat. La vie est un combat, voilà, c'est la mythologie parle des guerres des dieux, guerre entre le ciel et la terre. Bon, c'est une guerre universelle dans laquelle l'homme aussi, même le djihad est en fait une guerre, mais une guerre intérieure, une guerre spirituelle. Là, c'est le combat entre deux familles qui s'opposent. Et pour l'homme, c'est symbolique. La Bhagavad Gita, il faut la lire au plan symbolique. C'est la guerre entre le soi, avec un S majuscule, l'âme profonde, et puis la personnalité que nous manifestons. Et les deux s'opposent parce qu'il y a un travail spirituel à faire, de conquête, de maîtrise de ces instruments physiques et personnels. Et voilà, c'est tout l'enjeu de cette Bhagavad Gita. La quête spirituelle. Voilà, elle apporte donc beaucoup à celui qui lui donne beaucoup, en quelque sorte, qui s'investit dans une compréhension profonde de cette Bhagavad Gita. Alors, il nous reste deux ouvrages, les deux on les a un petit peu évoqués, mais on va les reprendre. Les lettres qui m'ont aidé, puisqu'après Judge écrira l'océan de théosophie. Les lettres, il écrira, on va y revenir, c'est un recueil d'articles. Les lettres qui m'ont aidé, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces lettres qui m'ont aidé? Tout à l'heure, on a parlé du roman occulte, voilà, qui était à la fin. C'est pareil, on peut en dire du bien. C'est-à-dire que ce sont des lettres qui expliquent un certain nombre de choses et donnent des conseils qui peuvent être utilisés par tout le monde finalement. Oui. Parce que chaque cas particulier peut être inclus dans un cas général. Mais encore une fois, ce n'est pas un catéchisme, c'est un sujet de réflexion profonde. Mais ça interpelle tout le monde. Évidemment, quand on lit ça, eh bien, une fois qu'on a lu, on n'est plus tout à fait le même. Enfin, on ne se voit plus de la même manière, on ne voit plus la vie de la même manière. Voilà. Absolument, absolument. Oui, c'est un ouvrage de psychologie profonde où il donne des conseils très humains. Il se montre là non plus un érudit, mais un pédagogue et un psychologue vraiment très profond. Quelque part ailleurs, il parle de la fraternité en disant un jour un soir je voulais approfondir l'idée de fraternité. Je me suis dit que j'étais mon ami, que j'étais mes amis, je me suis dit que j'étais mes voisins, mais que j'étais aussi les citoyens de cette ville, que j'étais même mes adversaires, mes opposants dans la vie courante, j'étais même mes ennemis. Et voilà, en élargissant ainsi cette notion de fraternité à tous les hommes, y compris mes adversaires, eh bien, j'ai peu à peu compris l'unité de cette humanité dans laquelle nous sommes partie prenante. Donc la fraternité, il la promulgue avec des éléments personnels, d'expérience. On a un petit passage là qu'on pourrait peut-être lire un peu long, mais on va donner quelques éléments quand même. Quand on réfléchit longuement pour découvrir, peser et considérer ce qu'est son devoir, ou bien parmi de nombreux devoirs, décider de celui qu'il faudrait accomplir en premier lieu, on se trouve vraiment dans l'embarras et la difficulté pour savoir quoi faire. Cependant, si vous voulez bien faire simplement ce qui se présente à vous, sans vous préoccuper de tout le reste, sans vous tourmenter mentalement à propos de toutes les choses que vous ne pouvez pas accomplir, alors tout sera différent et chaque chose finira par vous paraître plus claire. Faites ce que vous avez à faire maintenant et ne vous tourmentez pas du reste. Il sera pris en compte en temps voulu. Mais
Ce qui vous aidera dans tous ces problèmes, c'est d'être satisfait, de faire ce que vous pouvez et de laisser aller le reste. Agissez avec un motif élevé. Nourrissez des sentiments aimants envers tous. Faites chaque jour une petite action de bonté ou une autre et tâchez de vous représenter qu'au bout de tout cela, il y aura bonheur et paix pour l'humanité entière. Alors, un avant-goût de cette paix entrera dans votre propre cœur. Il existe un côté lumineux à la vie et ce qui en fait la lumière, c'est l'amour que chacun de nous est capable d'avoir pour l'humanité. Extraordinaire. Judge. Voilà. On a parlé des lettres. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'océan de théosophie qui est arrivé après? C'est une synthèse, on peut dire que c'est une synthèse de la théosophie qui est le premier ouvrage que l'on conseille à ceux qui veulent vraiment comprendre la vie, parce qu'il commence avec la cosmogénèse, en quelque sorte, l'origine du monde, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que la Terre, comment est apparu l'homme, là c'est l'anthropogénèse, anthropos c'est l'homme, genèse de l'homme, donc c'est très intéressant. Et après, les différents instruments dans l'homme, le plan physique, le plan astral, c'est une notion nouvelle mais qu'il fallait mettre en avant, le plan astral, le plan psychique, très important, et qui sont nos désirs et nos passions, le plan mental qui est au-dessus et qui doit maîtriser le plan psychique, et le plan spirituel au sommet, donc qui est tout à fait différent du mental ordinaire, puisque ce plan spirituel, c'est la clairvoyance spirituelle, c'est le discernement qui voit les choses telles qu'elles sont et qui n'a pas besoin, qui peut bien sûr s'aider du mental rationnel, mais qui n'en a pas besoin fondamentalement pour voir et pour comprendre les choses. Donc c'est un ouvrage très complet et très chaleureux, et à la fin ça se termine par des éléments sur le spiritisme et sur les lois et les phénomènes psychiques et ces pouvoirs que nous avons. Eh bien, il faudrait pouvoir les utiliser pour le bien. Ce sera la magie. Avec la couverture, avec le portrait de Judge en couverture, et sinon l'ouvrage sans la couverture. Alors, encore un mot sur l'océan. Oui, il est parfaitement complémentaire de la doctrine secrète de Madame Blavatsky. Attendez. Merci, parfaitement complémentaire, effectivement. Et là, on a en quelque sorte une synthèse, si on peut dire, si on peut faire une synthèse de la doctrine secrète. Le dernier ouvrage dont on n'a pas parlé, qui n'est pas directement Judge, mais Blavatsky et Judge, c'est un recueil d'articles dans les rêves et l'éveil intérieur. Qu'est-ce qu'on peut en dire, monsieur? Eh bien sûr, c'est sur les rêves et l'éveil intérieur, c'est-à-dire il y a ce que nous faisons, si on peut dire, en tant qu'âme pendant le sommeil avec rêve et le sommeil sans rêve. Et puis, il y a donc derrière la possibilité d'une vie intérieure enrichie, plus consciente, plus volontaire. Il y a le prolongement de tout ça sous forme de méditation qui, à ce moment-là, maîtrise les états de conscience et permet d'aller dans les états de conscience profonds, spirituels. Volontairement, il doit ramener quelque chose. Ça débouche aussi, bien sûr, en attendant, sur le yoga du sommeil, c'est-à-dire s'endormir avec des pensées spirituelles pour ramener un petit peu plus du sommeil profond et embrayer justement au moment du réveil sur la méditation. Voilà, donc c'est très pratique, c'est à la fois une découverte inattendue du sommeil et puis en même temps c'est pratique et ça rejoint tout à fait donc les ouvrages sur la méditation. Si l'on suit cette discipline de la 16 d'un yoga du sommeil, les rêves seront le moyen d'approfondir les messages de notre âme intérieure, les messages de l'ego qui passent à travers des images et des symboles et qui seront des appels pour méditer ces choses-là qui nous concernent nous, puisque ce sont nos rêves. Donc dans les rêves, il y a notre ego, notre âme spirituelle parle. Elle parle sans cesse, c'est à nous de traduire son enseignement. Et si on y arrive dans la méditation, on découvrira vraiment ce qu'il y a à faire, pourquoi et comment le faire. Alors il n'y a pas de clé des songes, voilà, une interprétation rigoureuse, voilà. Parce que c'est tellement riche la vie intérieure, chacun a sa propre vie intérieure, et il y a tellement de clés possibles d'interprétation. Simplement, Madame Blavatsky classe les rêves en 7 grandes catégories, et à partir de là, eh bien, on peut effectivement réfléchir à la fois sur la nature de l'homme et sur nos propres rêves. Monsieur, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion?
Mais heureusement que nous avons M. Judge pour nous permettre d'aborder la théosophie en termes occidentaux, modernes, faciles à comprendre. Judge est un pédagogue merveilleux, mais aussi un exemple. Maintenant, on peut continuer à avancer dans le sens qu'il a indiqué. Oui, on s'était promis de parler un peu d'impersonnalité. Voilà, donc M. Judge aurait dit, vous parlez un petit peu trop de moi, certainement. Il ne faut pas regarder le doigt, il faut regarder la direction qu'il indique. Et c'est ce que nous avons fait, parce que nous avons finalement parlé beaucoup des idées théosophiques. Merci.